Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous au sens large, qui est un rendez-vous qui est proposé par le pôle Sciences en Société de la DIPSO. Ce rendez-vous a pour objectif de mettre en lumière les sciences et recherches participatives, la médiation scientifique et de façon plus large les interactions entre sciences et société. Alors aujourd'hui, on souhaite illustrer les démarches de sciences et recherches participatives qui s'appuient sur de la collecte participative de données. Alors moi, je suis Sandra Denry, je suis chargée de mission dans le pôle sciences en société et avec mon collègue Pierre Farissier, depuis 3 ans, nous organisons des partages d'expériences sous forme de séminaires, grâce à un forum également. Donc des partages d'expériences pour les équipes qui recueillent des données, parfois des échantillons, auprès de différents publics, de publics de professionnels ou publics plus larges. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Balzergue et David Carayon pour ce webinaire intitulé Retour d'expérience de collecte participative de données avec ODK pour Open Data Kit, ODK qui est un outil mutualisé au sein d'INRAE. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Pierre Balzergue qui travaille au sein de l'UMR Géo pour gestion de l'eau, acteurs et usages à Montpellier. Il s'intéresse aux méthodes d'évaluation des dommages des inondations sur différents enjeux, les logements, les entreprises, notamment agricoles. Je vous présente également David Carayon, qui est expert des bases de données au sein de de l'unité de recherche EABX pour écosystèmes aquatiques et changements globaux à Bordeaux. David est également impliqué dans le CATI GDOP et à ce titre, est en charge de l'outil ODK. Donc Pierre et David vont illustrer l'utilisation d'ODK à partir de 2 exemples, 2 projets de collecte participative de données. Le premier qui s'appelle le SO2I pour système d'observation des impacts des inondations et des méthodes d'adaptation. Et le second qui est le projet Rescue Log, consacré au suivi des interventions des sauveteurs en mer dans les Landes pour l'évaluation du risque de noyade. Pierre et David vont en particulier parler de leur retour sur la préparation de ces dispositifs et sur la mobilisation des contributeurs. Alors un petit mot pour vous informer sur le déroulé de ce webinaire, qui va démarrer par une courte présentation de l'outil ODK par Pierre Farissier. Et puis nous aurons les présentations de Pierre Balzergue et de David Carayon pour environ 20 minutes chacun. Et pendant ce temps, ils vous proposeront également un petit test de l'outil ODK en direct. Ensuite, nous pourrons avoir un temps d'échange. Vous pourrez poser vos questions, partager également vos expériences et des commentaires. Et pour finir cette introduction, je vous rappelle quelques petites consignes pratiques. Notamment, ce webinaire est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans la vidéo, pensez à couper vos caméras. Merci également de garder vos micros éteints pendant les présentations. Et sentez-vous libre de poser toutes vos questions et vos commentaires dans le chat pendant les présentations. Et je remercie encore Pierre et David d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous et toutes d'être présents aujourd'hui. Et je laisse maintenant la parole à Pierre Farissier. Bonjour à toutes et toutes. Donc, je suis Pierre Farissier. Je travaille avec Sandra sur le pôle Sens de la DIFSO, plus spécifiquement sur les aspects collecte participative de données. Et nous avons pensé que l'outil ODK, qui est utilisé pas seulement sur les sciences participatives, mais aussi dans les activités scientifiques de base,
était un outil qui était particulièrement intéressant dans le domaine des sciences participatives. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu l'outil avant de passer aux présentations des cas d'usage qui ont été faits par Pierre et David. Euh, J'espère que vous voyez bien mon partage d'écran. Donc, je vais me concentrer sur la partie présentation de l'outil. Qu'est-ce que ODK? Et en particulier dans le cas des sciences participatives. Donc, ODK, c'est Open Data Kit. C'est en fait une suite d'outils open source qui a pour objectif de numériser la pratique de collecte de données sur le terrain qu'on faisait avant plutôt avec des formulaires papier ou avec des gros ordinateurs portables qu'on amenait avec un certain nombre de prises de risques. C'est une suite d'outils numériques qui est très développée et très utilisée à travers le monde, hein, avec plus de 20 000 organisations sur 180 pays, donc un outil très partagé, très stable, qui permet donc de créer des formulaires qui pourront être installés en particulier sur un téléphone portable pour pouvoir faire de la collecte de terrain. Ces formulaires sont assez complexes et évolutifs, donc on peut garantir la collecte des données. On évite ainsi le travail sur la ressaisie des formulaires papier qui sont source de nombreuses erreurs et de perte de temps. Et enfin, le téléphone portable permet aussi beaucoup de choses intéressantes qu'on ne pouvait pas faire avec un formulaire papier, comme des prises de points GPS précises ou des linéaires ou des zones, prendre des photos, faire des enregistrements, faire un peu de film, télécharger des fichiers, faire un peu de système d'information géographique. Et une des limitations de ces outils, c'est souvent le fait de devoir connecter, de rester connecté. Et quand on est un peu n'importe où dans la campagne, on peut avoir des problèmes d'être hors ligne et ça, ODK le gère parfaitement bien. Concrètement, l'écosystème ODK, ça se fait un petit peu en quatre étapes. Dans un premier temps, on va concevoir le formulaire de saisie. Et là, les choses sont extrêmement simples puisqu'il s'agit globalement d'une feuille de tableur Excel, alors qui est très codifiée et formatée. Donc, il y a des colonnes et des mots-clés à remplir. Mais l'avantage, c'est qu'on peut faire ça tranquillement sur son Excel préféré. La documentation d'ODK est particulièrement complète et bien faite. Une fois qu'on a fait ce formulaire de saisie avec tous les champs à renseigner, on le télécharge sur ce qu'on appelle ODK central, donc le serveur central, qui, lui, va le mettre à disposition des collecteurs de données à travers un QR code. Donc les utilisateurs, en fait, installent l'application ODK sur leur téléphone, scannent le QR code et ont accès immédiatement au questionnaire et peuvent aller sur le terrain faire la collecte. Et là, vous avez un petit exemple d'une application basique que j'ai utilisée dans le cadre de formation sur ODK. Les données, lorsqu'elles ont été saisies, sont rapatriées sur le serveur central. Donc on a à la fois une centralisation des données, ce qui est intéressant, et ODK central permet de gérer notamment les utilisateurs, qui peut faire ou pas ces collectes de données, quels sont les rôles des différents utilisateurs. Il y a une gestion de projet, évidemment, une gestion des questionnaires, et l'ensemble des données est centralisé là. Une fois que les données sont collectées, elles peuvent être d'ailleurs validées par des gens qui ont ces droits-là. Elles peuvent être ensuite exportées pour analyse. Ces analyses les exports pouvant être d'une manière très simple, soit de nouveau des fichiers Excel, mais aussi des choses un peu plus intéressantes avec des API qui permettent de connecter des applications de statistiques qui vont pouvoir faire des traitements évolués sur les données. Pourquoi c'est intéressant à utiliser dans les sciences participatives en particulier? C'est parce que finalement, c'est le téléphone portable qui va permettre de la collecte de données et c'est quand même des choses qui sont un outil qui est très partagé dans la population. Et donc, on va trouver, tout le monde en aura un et pourra donc participer. Ce qui n'est pas négligeable aussi, c'est que finalement, c'est un outil qui va limiter les coûts, puisque il est open source, il est gratuit. Ça va pas, donc on n'a pas besoin de faire un développement logiciel pour avoir une application sur téléphone pour faire de la collecte de données, et qu'en particulier à l'Institut, il est donc désormais immédiatement disponible. Et enfin, ODK, à travers sa description de son questionnaire,
va permettre de garantir une certaine qualité des données. On peut faire du contrôle sur la saisie avec des champs obligatoires, des contraintes sur les valeurs. On peut faire des logiques en disant si tu as cliqué cela, à ce moment-là, on te demande tel type d'information. On a toutes les métadonnées GPS, début de saisie, lieu de saisie qui sont intéressantes. Et puis, à travers ODK Central, il y a une partie de validation des données, de relecture des données et de validation qui est aussi très intéressante. Enfin, quelques cas d'usage concret, c'est très utilisé. Vous avez vu, je vous ai parlé d'énormément d'organismes et de pays qui l'utilisent. Nous, ce qui nous intéressait, c'est par exemple dans des inventaires de biodiversité. Ça peut être aussi de suivi environnemental. Ça peut être utilisé aussi dans tout ce qui est enquête et questionnaire. Et ça peut assez facilement remplacer, d'une manière simple, beaucoup de questionnaires que l'on fait, que ce soit éventuellement même des questionnaires d'inscription sur des séminaires ou des questionnaires pour faire des évaluations, par exemple. À INRAE, eh ben, c'est disponible. Le CATI GDOP s'est saisi de la question il y a quelques années et a installé donc la partie serveur central qu'on appelle ODK central sur des instances informatiques de l'Institut. Et que vous voyez que c'est depuis les quelques années, 2, 3 années qui c'est en usage, il y a déjà énormément de projets hébergés, d'utilisateurs et de données soumises. La procédure d'utilisation, c'est d'aller sur Ariane et il y a un ticket qui s'appelle Open Data Kit sur lequel vous pouvez demander la création d'un compte sur le serveur central. Et à partir de là, vous aurez accès à l'intégralité des possibilités de ce service. Ce qu'on vous propose maintenant, donc, comme Sandra l'a dit, c'est des retours d'expérience, mais aussi un petit TP d'utilisation. Alors, on va faire des choses simples, hein, on ne va pas prendre le temps d'installer le questionnaire sur le serveur, mais on vous mettra dans le chat un lien qui est un questionnaire ODK d'évaluation de ce webinaire, qui est extrêmement simple. Et donc, on vous encourage à remplir, à ouvrir le lien qui doit apparaître maintenant dans le questionnaire, dans le chat, immédiatement. Et vous avez les premières questions que vous pouvez remplir. Par contre, attendez la dernière question pour la fin du webinaire et on dépouillera vos réponses immédiatement. Et je propose de donner la parole tout de suite à nos deux intervenants sur des retours d'expérience. Donc, je vais laisser Pierre Balzergue prendre la parole et partager sa présentation. Oui, bonjour. Alors, j'essaie de partager, j'essaie de le trouver. Voilà, donc je vais vous parler enfin, faire un petit retour d'expérience sur un exemple. Donc, nous, on a, dans le cadre de mon équipe de travail à INRAE Montpellier, donc c'est l'UMRGO, on a créé un observatoire depuis 2020 sur les impacts des inondations, dans lequel on étudie la façon dont les gens, en gros, sont impactés par les inondations. Donc, on parle d'impact matériel, mais, les adaptations des bâtiments aussi à ça, et puis la dynamique pour résoudre ces impacts, gestion des assurances, etc., et le nettoyage, etc., et puis pas mal d'aspects aussi autour du comportement humain en lien avec les inondations. Donc là, vous avez le lien vers le site internet. Le territoire, en gros, là en rouge, vous voyez, là c'est l'occupation du sol. Et Corinne Cover, c'est centré autour de Montpellier, qui est là au milieu. Et c'est un territoire qui est dans l'Hérault. Voilà. Donc c'est vraiment autour pas loin de notre bureau. Ça nous permet d'aller facilement sur le terrain. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, le cas d'étude dont je vais vous présenter, où on a beaucoup utilisé ODK depuis 2020, c'est une étude qu'on appelle l'inventaire des adaptations. Donc dans l'observatoire, il est structuré à ce qu'on appelle plusieurs tâches d'observation. C'est des études qui sont pérennes tout le temps dans l'observatoire. Et dans cette étude-là, en fait, on observe des dispositifs d'adaptation, on appelle ça. Donc, c'est des barrières devant des ouvertures qui permettent d'empêcher ou de limiter en tout cas l'eau de rentrer lors d'inondations. Donc là, vous avez le cas, par exemple, de portes dans la rue, dans une rue, on imagine. Parfois, il y a un rail on appelle ça des bâtards d'eau, donc en anglais cofferdam. Et des fois, il y a un rail, des fois, il n'y a rien. Et puis, des fois, lors d'une inondation ou d'une vigilance ou autre, les gens mettent en place une planche qui empêche l'eau de rentrer jusqu'à une certaine hauteur.
Parfois, il y a même des murets qui ont été maçonnés devant des portes ou des fenêtres, des trous d'aération. Donc en fait, pour nous, c'est des signes avérés de protection aux inondations. Donc ça nous intéresse pour essayer de mieux comprendre l'exposition aux inondations sur des bâtiments. Donc au début de ce travail-là, donc c'était vraiment au tout début de l'observatoire en 2019-2020, on a eu envie de réaliser des observations sur les bâtiments de notre observatoire. Donc ça représente beaucoup d'adresses et de bâtiments. Et donc on s'est dit, ce serait bien de le faire dans le cadre d'une démarche participative parce que pour nous, c'est beaucoup trop de travail. Donc on s'est demandé, est-ce qu'on va mobiliser des gens, faire une campagne, mobiliser les habitants, etc. Qu'est-ce qui pourrait les motiver dans le fait de déclarer ça ou de faire des relevés de ce type de dispositif? Quel type de personnes? Donc en fait, on a réfléchi, on s'est dit, il y a eu aussi des problèmes un petit peu en lien avec le côté un petit peu confidentiel et puis personnel, c'était le fait que c'était difficile de demander par exemple à des gens, des habitants, de faire des relevés devant les bâtiments d'autres personnes pour signaler ce type de dispositif. Parce qu'en fait, ce type de dispositif, c'est aussi sensible parce que pour les assurances, c'est des données qu'on peut pas vraiment diffuser, même si on peut les voir depuis l'espace public, ou les relevés se font depuis l'espace public, parce que ça peut indiquer que des gens ou des adresses ont potentiellement été inondées dans le passé. Donc voilà, en termes d'assurance, etc., c'est assez sensible. Donc on avait aussi besoin de faire des relevés qui soient très systématiques, dans lesquels on n'ait pas quelques données à certains endroits et pas ailleurs. Et donc on s'est plutôt tourné vers le choix de mobiliser des étudiants. Et donc on a passé, en fait, depuis 2020, donc on réalise des prestations annuelles avec l'association des étudiants de Master 2 qui s'appelle Gestion des catastrophes et risques naturels. Ce sont des géographes et qui sont donc à Montpellier et qu'on mobilise en dehors de leurs cours pour aller faire des relevés sur le terrain, collecter des données. Donc voilà, ça peut être des quartiers de Montpellier à l'échelle de communes autour de Montpellier et qu'on paye en fait dans le cadre d'une prestation. Et pour eux, c'est également, ça leur permet donc c'est un montant de 4 000 euros, donc ça leur permet de financer un voyage scolaire qu'ils font dans le cadre de leur master pour aller faire du terrain en général, dans un pays étranger, souvent en Afrique du Nord. Donc là, les observations qu'ils réalisent, ils sont tout au long du premier semestre de leur master 2 et ils le font en autonomie et en dehors des cours. Donc ils le font le week-end, des fois la journée, des fois le soir, etc. Et aussi, un des enjeux, enfin, avec ce type de formule, c'est que on n'a pas, nous, un enjeu pédagogique ni d'engagement, besoin de les motiver, ni de réaliser quelque chose de très pédagogique. C'est vraiment les mettre en condition que, on leur dit souvent, nous, au début, qu'ils sont un bureau d'études et qu'on leur demande un travail et qu'ils sont payés pour ça et qu'à la fin, on veut que le travail soit fait et on les met en condition professionnelle. Donc, dans le déroulement de chacune de ces campagnes annuelles, donc à partir de septembre, ils vont commencer, on les rencontre à partir de mi-septembre. Donc il y a une journée, souvent c'est plutôt une demi-journée, dans lequel en général c'est moi, donc je vais leur présenter la campagne, le travail qu'ils vont faire, à quoi ça sert pour qu'ils comprennent également l'intérêt. Et puis suite à ça, donc pendant environ 1 heure ou 2, on regarde ça en bureau, on regarde également le protocole, et puis ensuite on part sur le terrain. Donc en général on va à Montpellier et je les amène sur le terrain pour tester au DK et le prendre en main. Suite à ça, en général, ils sont après en autonomie sur le terrain et jusqu'à la fin du semestre, jusqu'au fin janvier, début février, c'est le moment où nous, on attend d'avoir les données qui sont finalisées, qui sont validées, on va dire, et qui sont produites et bonnes et on sait que ça a été tout réalisé, etc. Donc là, il y a des étapes entre ça. Donc en général, je leur laisse à peu près 1 à 2 semaines pour faire du terrain. Et suite à ça, je fais un premier point sur leurs données. Donc là, je vais sur le serveur d'ODK et je regarde les données qu'ils ont produites et je regarde également s'il y a des erreurs, des choses qui sont bonnes ou pas. Et puis je les contacte pour voir aussi s'ils ont des difficultés ou autres. Et puis à partir de là, souvent à ce moment-là, il y a un point qui est fait avec eux, avec toute la promo. Et puis ensuite, il y a un point régulier avec des représentants des étudiants, parce que c'est des promotions de 25 étudiants. Donc en général, après, j'ai un suivi régulier avec les représentants de chacun des secteurs. Donc en général, ils sont 4 ou 5.
Et également, on réalise les corrections ensemble. Donc il y a une partie des corrections que moi je fais directement sur le serveur, une partie que eux refont. Soit parce qu'ils doivent retourner sur le terrain, ou soit parce que ils peuvent les corriger depuis leur appli. Donc le résultat de la campagne actuelle, il y a eu 6 campagnes depuis 2020. Ça représente environ 150 étudiants qui ont été impliqués, donc sur à chaque fois à peu près des promos de 25 étudiants. Et actuellement, il y a eu un peu plus de 60 000 adresses qui ont été observées, sachant que sur ce territoire, il y a environ 200 000 adresses. Donc là, c'est beaucoup. C'est un objectif, on savait qu'il serait difficile à atteindre, enfin qui serait assez long. Mais voilà, avec le temps, finalement, on est arrivé quasiment à un tiers des adresses du territoire. Et ça nous a permis de produire 2 jeux de données principaux. Un qu'on appelle observation, qui sont toutes les données d'observation, et un autre qui considère en fait qui est l'état d'adaptation des bâtiments du territoire, qui représente l'état actuel. Donc certaines adresses sont observées plusieurs fois, ça permet d'avoir le dernier état. Donc là, vous avez un lien vers un exemple d'analyse assez simple qu'on fait une fois qu'on a les données de la dernière campagne. Voilà, là vous avez un peu les différents endroits où ont été collectées les données. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, ce n'était pas l'objectif aujourd'hui. Donc, à partir de là, quand on a commencé à réaliser cette prestation, on s'est posé la question de l'outil de collecte. Là, je vais repartir justement sur un peu la façon dont on a développé la méthodologie et puis aussi mis en place l'outil et puis la façon dont on l'a amélioré. Donc, au départ, on s'est posé la question entre plusieurs outils. Il y en avait un, en fait, qu'on avait de suite écarté, mais que je mets là. C'était notamment Google Forms qui permet de faire des formulaires en ligne. C'est un peu l'équivalent non libre de Framaforms. Ils sont assez proches. Et par contre, c'est vrai que normalement, on ne devrait pas vraiment envisager d'utiliser ce genre d'outil parce que c'est pas un logiciel libre et les données sont utilisées, etc. Framaform, c'est un peu la déclinaison du coup pour faire des sondages en ligne de Google Forms. L'avantage, c'est que c'est un logiciel en libre. On n'a pas de serveur in-array, mais on a un peu plus de se dire que les données sont hébergées quand même plutôt en France a priori et pas utilisées pour des publicités. Par contre, c'est des outils assez basiques, on va dire, pour faire des sondages. Voilà. Ensuite, il y a un outil qui existe avec un serveur InRAE, c'est sondageinrae.fr, donc c'est l'AMSurvey, qui est un logiciel libre également. Il est intéressant, on l'a utilisé nous pour dans d'autres contextes. On s'est posé la question aussi s'il l'utilisait dans ce cas-là. Le problème, c'est ce que disait un peu Pierre avant, c'est qu'on ne peut pas faire des relevés hors ligne. Donc, c'est-à-dire que si un étudiant utilise son téléphone, il n'y a pas d'application LAMSurvey vraiment qui fonctionne bien, dans lequel il va pouvoir le faire de façon déconnectée, sachant qu'il y a des zones, nous, même sur nos territoires, où des fois il n'y a pas Internet, où la connexion est compliquée. Et il y a besoin de faire des corrections et du coup, il faut pouvoir le stocker sur son téléphone avant de l'envoyer sur un serveur qui va centraliser les relevés. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour des sondages en ligne, mais dans notre cas, qui nous a assez vite, on a un peu laissé tomber. Donc après, on avait le choix, notamment avec ODK et Qfield, qui est l'appli de QGIS, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en fait un système d'information géographique QGIS. Et donc, il y a une appli qui s'appelle Qfield qu'on peut utiliser sur le téléphone et qui est ce qu'on appelle un SIG mobile avec une interface cartographique qui permet de cartographier. Alors, nous, dans notre cas, on a finalement bon, on avait déjà utilisé Qfield également, mais on a assez vite, après des tests, on a assez vite opté plutôt pour ODK parce qu'il y avait 2 raisons. C'est que on trouvait qu'ODK était un formulaire plus polyvalent qui permettait d'utiliser plusieurs types de questions. Et également, pour nous, l'interface des cartes n'était pas très importante parce que les observations qui sont faites, dans notre cas, se font au niveau de bâtiments qui sont identifiés par des adresses. Et du coup, avec les adresses postales, on peut retrouver des points GPS de ces adresses postales. Voilà, l'adresse postale avec le géocodage. Donc, ça permet de l'identifier. Donc, on n'est pas dans le cas d'un arbre ou d'un endroit dans la nature où on a besoin de prendre des points GPS. Donc, du coup, pour nous, c'était moins, on va dire, central ce côté interface cartographique pour développer notre formulaire. Et donc, du coup, il y a un formulaire dans Qfield, mais c'est quand même secondaire, moins bien fait. Donc, voilà, ça correspondait mieux à nos besoins au DK. Alors, on a rencontré plusieurs problèmes dans la façon dont on l'a mise en œuvre, parce qu'on avait une contrainte importante,
enfin plusieurs contraintes, on va dire. Et c'était le fait de devoir faire des relevés qui soient rapides à chaque adresse, parce qu'il y a beaucoup d'adresses à observer. Et également, vu qu'il y a beaucoup d'enquêteurs différents, donc des étudiants, qu'on ait des données qui soient standardisées. Donc, ben, avec ces contraintes-là, on a eu plusieurs problème lors des différentes versions qu'on a commencé à faire. Au début, on avait développé, enfin notamment moi beaucoup, des formulaires qui étaient trop longs et trop poussés. Et dans lequel, ben, avec l'outil, c'est vrai que ça permettait de faire plein de choses. Donc, les formulaires étaient longs, ils prenaient du temps. Et également, ça rendait du coup les relevés un peu plus complexes. Et même si les étudiants ils sont géographes, il peut y avoir des problèmes. Enfin, des fois, il y a des histoires d'interprétation, des fois de questions. Ça, c'est une des choses que j'ai mises là aussi qui est un peu lié à ce côté complexité. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que finalement, avec le temps, on a eu tendance à réduire la taille du formulaire et à le simplifier également, et aussi trouver des façons, dans ODK, plus techniques, on va dire, de automatiser. J'en parlerai un peu plus tard. Également, donc du coup, on a simplifié le formulaire, réduit le nombre de questions. On a également utilisé la BAN, qui est la base des adresses nationales. Donc c'est une base de données des adresses, donc de l'État, dans lequel on a toutes les adresses du territoire. Et là, c'est une base de données qui évolue beaucoup et qui nous permet, nous, de géoréférencer du coup chacune des adresses et des bâtiments qu'on observe. Et également, ce qu'on a fait, c'est que certaines choses, on les a ben, analysées au bureau en post-traitement. On n'a pas demandé de le faire faire aux étudiants sur le terrain. Par exemple, le fait de décrire les dispositifs. Donc, comme je vous montrais avant, les dispositifs, ils peuvent être des fois sous forme de rail, des fois il y a une planche, des fois c'est un mur. Il y a des tailles différentes, des types différents, en bois, métal, etc. Au début, on pensait que les étudiants le feraient sur le terrain, mais on s'est dit finalement qu'on avait une façon de les décrire et ça, on le fait nous-mêmes au bureau ensuite, à partir des photos et on peut retourner aussi sur le terrain si besoin parfois, pour prendre des mesures complémentaires. Et pour éviter justement qu'on puisse avoir des réponses standardisées, on a également écrit et défini un protocole très rigoureux, qui n'est pas très long, en quelques pages, mais très clair sur la façon de faire les relevés et la façon de répondre à chacune des questions. Ça fait une différence très importante. Les réponses également étaient fermées, avec très peu de réponses ouvertes. Il y a juste une question commentaire à la fin, mais qui est optionnelle, mais sinon très peu de réponses ouvertes. Et également le fait de faire un suivi des étudiants et de le faire tester le, le, le formulaire au tout début. Voilà. Donc ensuite, ben voilà, uniquement des observations, pas d'interprétation, et qu'à chaque fois, chaque dispositif soit pris en photo. Ça nous permet d'attester évidemment qu'ils l'ont vu, effectivement qu'ils l'ont vu, et que ça en soit bien un. Des fois, ça arrive chaque année que des gens prennent des photos de murs, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut voir. Donc voilà, ça nous permet de valider également ça. Voilà, je vais maintenant vous montrer le formulaire rapidement. En fait, on l'a divisé en deux parties. Une première partie de contexte qui est assez classique, donc c'est-à-dire la personne elle indique, on a le nom de l'enquêteur, ce qui nous permet aussi en cas d'erreur ou de question après de pouvoir s'adresser à lui. Il y a une liste d'enquêteurs qui sont les étudiants. S'il n'y est pas, ben, on peut écrire le nom d'un enquêteur en plus. La date de l'enquête et l'heure se font automatiquement. Quand il y a un point vert, ça se fait automatiquement. En fait, il y a une fonctionnalité qui garde le dernier enregistrement. Donc, quand on fait des relevés avec son appli, on a la dernière réponse. Donc, automatiquement, cette partie contexte, en général, elle se remplit par défaut au départ. Voilà, vous voyez, si j'ai déjà fait un relevé auparavant, il y aura déjà mon nom, automatiquement l'heure et la date actuellement, il va la trouver et il va m'indiquer la dernière adresse que j'ai observée parce qu'en général, si viens de voir le 117 de l'avenue, voilà, de cette rue, Professeur Louis Ravas, je vais peut-être après aller voir le 119 ou le 118 ou le 115. Voilà. Donc ça permet assez facilement de retrouver les adresses pour la suivante. Et ensuite, une deuxième page qui est la partie observation où là, je vais indiquer ben, si les ouvertures sont visibles et s'il y a des dispositifs d'adaptation ou pas et combien il y en a. Voilà, en détaillant si c'est sur le bâtiment ou la clôture. Et à chaque fois, dès qu'il y a des dispositifs, ben, on va proposer de faire une photo pour chacun d'entre eux. Voilà. Donc là, vous le voyez. S'il y a-t-il des adaptations? S'il n'y en a pas, on va au bout, on finalise plus ou moins. Il y a des cas particuliers qu'on peut indiquer, mais... Et puis s'il y en a, ben là, on va indiquer le nombre et puis à chaque fois une photo pour chacun d'eux. Donc c'est un formulaire assez rapide, assez simple également, et qui nous a pris du temps en fait pour arriver à cette simplicité. On était parti plutôt sur des choses plus compliquées au départ.
Donc ça, c'est un peu ce que présentait également Pierre. Donc au départ, pour ODK, on réalise le formulaire, on l'écrit sur un fichier Excel. On choisit un fichier Excel, on nomme l'onglet Survey, qui est le nom principal, et on va écrire à chaque ligne, c'est une question. Je ne vais pas rentrer en détail, c'est pas le but aujourd'hui, mais juste pour vous montrer. Donc là, on a chaque type de question est écrit ici, dans la première colonne, et après, on va mettre les intitulés de nos questions. Voilà, c'est un code de question. Et on peut également écrire des instructions qui détaillent la question, puis des conditionnalités. Donc, justement, on a réalisé des choses qui permettent d'automatiser le formulaire et de améliorer un peu l'affichage. Donc, notamment, c'est le fait de mettre dans la colonne par défaut, mettre, par exemple, vous voyez, pour cette question, le nom de l'enquêteur. euh, Si on a déjà noté le nom de notre enquêteur, quand on va retourner dans l'appli et l'ouvrir à nouveau, là, en fait, il va y avoir la dernière réponse enregistrée. Donc ça, c'est une façon de le faire. Et là également, je demande à l'appli de m'afficher la date d'aujourd'hui et l'heure actuelle. Également, là, pour le nom de la commune et de l'adresse, je vais enregistrer le dernier qui est apparu. Et dans l'apparence aussi, ça va, enfin, la façon d'afficher la réponse, je vais avoir un affichage minimal que moi j'aime bien, et avec également, ça va pré-remplir automatiquement. Bon, pour info aussi, quand on sélectionne la commune, ça sélectionne du coup les adresses uniquement de la commune, c'est ce qu'on appelle les sélections par cascade. Et là, vous voyez, je demande en fait de faire une question à choix unique et qui vienne un fichier extérieur qui s'appelle les adresses.csv, adresse-nord.csv. Et en fait, c'est la liste de mes adresses de la bande que j'importe dans le formulaire. Et là également, une des choses aussi, c'est que quand j'écris le nombre de dispositifs sur le bâtiment et sur les clôtures, les murs de clôture, il me calcule automatiquement le nombre de dispositifs total. Donc la personne n'a pas besoin de faire le calcul et ça s'affiche après dans le formulaire automatiquement, de même que l'adresse ici, pour être sûr que la personne valide bien que c'est bien cette adresse qu'il est en train de voir et c'est bien ce nombre total de dispositifs qu'il a vu. Voilà. Donc, le côté géolocalisation avec la bande, ça, si vous allez voir des adresses ou si vous êtes en milieu urbain, c'est intéressant de l'utiliser. Donc, vous avez l'adresse ici, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, ça permet en fait directement que à chaque adresse est associé un point GPS qui correspond au point d'accès de l'adresse. Donc, c'est en fait en gros, en général, le point GPS correspond au point de la poste pour laisser le courrier. À la base, c'était plutôt pour la poste, même si c'est géré par l'hygiène actuellement. Il s'est beaucoup développé, c'est devenu obligatoire les adresses en France. Donc, ces dernières années, il y a beaucoup d'adresses qui ont été créées. Et nous, dans l'équipe, on a également créé des librairies avec R qui permettent de traiter des données existantes, donc qui s'appelle Freedom Data, vous avez le lien, et qui permet de télécharger automatiquement la bande, de traiter les colonnes qui nous intéressent, et également, vu que les noms d'adresses évoluent avec le temps, chaque jour à peu près, il y a une nouvelle version de la bande, ben, d'actualiser le nom des adresses. Par contre, on a eu un souci, c'est qu'il y a 200 000 adresses dans le territoire. Et à partir du moment où on met un fichier externe, donc vous voyez, c'était mon fichier, un CSV là, que j'ai importé dans le formulaire de mes adresses. Si je mets 200 000 adresses, ça va être très lent. Parce que je vais avoir une liste déroulante d'adresses qui va être très longue. Et donc, on a vu que c'était assez optimum d'utiliser le formulaire jusqu'à à peu près 50 000 adresses. Et donc, du coup, on a défini notre territoire en secteurs, en grands secteurs de communes qui sont inférieures à 50 000 adresses. Donc, ça nous a permis à chaque fois de définir, ben, vous voyez, on a Montpellier qui représente à peu près 37 000 adresses, la partie ouest avec des communes, au total en rouge, là, qui font un peu moins de 50 000. Pareil, nord, est et sud qu'on a défini comme ça. Ça nous a permis que ça fonctionne bien et ce soit optimum au niveau rapidité de l'outil. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, ça permet de ne pas prendre de point GPS à chaque fois. Le point GPS, ça prend beaucoup de temps. Mais ça marche assez bien, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, l'utilisation d'ODK dans l'observatoire, là aujourd'hui, je vous présente l'inventaire. On l'utilise depuis à peu près 2019. Au départ, c'était avec donc l'OSIO-REM, donc un réseau d'observatoires dont on fait partie, avait créé un vieux serveur ODK qui s'appelait Aggregate, dans lequel on utilisait jusqu'en 2023. Donc on l'a utilisé surtout dans ce cadre-là, l'étude que je vous présente aujourd'hui. Mais depuis 2023, pour d'autres études, et même pour des questionnaires fermés, mais qui sont très longs, qu'on a en face à face avec des gens qui ont été inondés, donc il y a plusieurs études, on a également
basculer plusieurs outils qu'on utilisait, comme LimeSurvey également, ou d'autres outils, pour tout utiliser avec ODK. Donc c'est avec Central d'Inrae. En parallèle, on a également acheté des tablettes de terrain. Donc on en a actuellement 12 qu'on utilise pour notre équipe, mais également qu'on prête aux étudiants de géographie. Parce que une des limitations, c'est justement le fait qu'on ne puisse pas utiliser l'appli ODK avec des téléphones sous iPhone. Donc voilà, une des limitations justement d'ODK, c'est cette histoire de ne pas avoir l'application sur iPhone, iOS. Donc ça, c'est un problème quand même quand on mobilise les étudiants ou même la population. L'interface cartographique, il faut savoir qu'elle est assez basique. On peut avoir des interfaces cartographiques pour lesquelles on peut sélectionner des choses, mais c'est quand même assez basique et voilà, c'est pas idéal. Donc si on cherche ça, il vaut mieux aller vers un 6G mobile. Ce que je vous ai présenté, le formulaire ODK, c'était avec le navigateur web, là, ce que je vous ai montré, mais l'interface est assez limitée, la mise en page notamment, il y a certaines fonctionnalités qui fonctionnent pas. Normalement, il devrait y avoir un nouveau ODK Forms qui va développer prochainement, qui va être sûrement plus puissant. Donc ça devrait changer quand même, j'espère. Mais du coup, l'application ODK Collect est beaucoup mieux. Et en fait, si certains parmi d'entre vous font du suivi longitudinal, il y a un outil qui a été développé depuis 2 ans qui s'appelle les entités qui est intéressant, alors qui permet d'avoir une liste de données qu'on met sur un serveur et sur lequel on peut créer plusieurs formulaires qui s'appuient dessus. Et cette liste, elle peut être actualisée. Alors nous, on l'a testé, mais ça ne marche que pour des chaînes de caractères. Alors nous, ça nous aurait intéressé si on peut avoir des photos de dispositifs notamment, parce que ça nous aide à identifier. Donc pour l'instant, on ne l'utilise pas de façon opérationnelle. Et enfin, pour le serveur ODK, donc il est, je trouve bien fait, mais quand on fait de l'édition dessus, c'est limité un peu parce que les filtres ils s'effacent, qu'on actualise, etc. Voilà, on pourra en discuter si vous voulez, mais c'est intéressant, mais voilà, c'est pas encore optimum. Et par contre, on trouve que l'utilisation d'ODK est globalement très positive. Le développement de formulaires et la prise en main par les enquêteurs se fait de façon assez rapide et facile. Même plusieurs collègues de mon équipe s'y sont mis également en créer, ou des stagiaires en quelques mois s'y sont mis, qu'on a eu dans l'équipe. C'est un outil polyvalent et qui s'adapte bien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, mais évidemment, il y a certaines fonctionnalités parfois qu'il faut un peu détourner pour arriver à faire. Et également, c'est un logiciel libre qui évolue beaucoup et qui s'améliore rapidement. Moi, j'ai vu beaucoup de différences depuis 6 ans que je l'utilise beaucoup. Et il y a une grande communauté d'utilisateurs, avec le forum ODK notamment, sur lequel on peut poser des questions. Et il y a beaucoup d'exemples de formulaires qu'on peut utiliser pour adapter. Et nous, on l'utilise beaucoup également dès qu'on veut faire, même pour des projets pédagogiques, on utilise des formulaires qu'on a déjà. Et très rapidement, on crée de nouveaux formulaires juste pour un projet pédagogique ou autre. Voilà, c'est très facile. Après, dès qu'on a des formulaires, d'en créer des nouveaux. Et donc, pour des projets de sciences participatives, voilà, il y a des aspects techniques à considérer qu'il faut travailler, mais c'est vrai que moi je trouve finalement avec le recul qu'il y a un aspect très important de bien concevoir et dimensionner le formulaire en lui-même et la campagne, donc le protocole s'il y a besoin de cadrer des choses et de standardiser des données, la façon de le faire, voire aussi de ne pas collecter trop de données si selon le niveau des gens techniques et puis les contraintes que l'on a. Donc voilà, c'est des choses à bien penser qui sont au-delà de l'outil technique, mais je pense qu'ODK accompagne bien pour tout ça. Voilà, quelques références vers le formulaire que je vous ai présenté. Vous avez aussi le protocole là. Là, c'est la librairie Fluidam pour traiter les données. Bon, voilà, site internet, le forum ODK. J'avais aussi fait un guide d'aide au départ pour l'équipe pour rédiger des formulaires. Je l'avais partagé, mais voilà, pour rédiger des formulaires avec ODK sur Excel. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Et je vais donner tout de suite la parole à David, J'arrive, qui va, éga- j'arrive. qui va également partager son écran. Oui, hop, on devrait être bon Tout à fait. en plein écran. Et on enchaîne directement. Donc, bonjour à tous, David Carayon. Donc, je suis administrateur de base de données dans l'unité EABX. Je ne vais pas me représenter. Et donc, cette fois-ci, je vais faire un focus sur une autre expérience avec ODK dans un projet qui mobilisait des sauveteurs à l'océan. Donc, le projet Rescuelog. J'avais pris une petite slide pour me présenter rapidement, donc je vais assez vite, hein, en 2 mots, je suis un écologue qui a mal tourné, donc c'est un peu le type de profil qui va être amené à utiliser ODK.
donc très fan des outils open source, notamment R, surtout ODK. Et donc, pour revenir rapidement sur le contexte, la question principale finalement de tout ce projet, c'est est-ce qu'il est dangereux finalement de se baigner à l'océan dans les Landes? Donc, pour rappel, on est bien sur le sud-ouest de la France, ici même, donc bien connu pour ses grandes plages de sable fin, très attirantes, très sympas, un très beau joli paysage, mais du coup également très fréquenté en été. Et puis actuellement, en fait, effectivement, c'est une plage très dangereuse. C'est actuellement une des côtes les plus dangereuses au monde, en fait, parce qu'on a à la fois des courants d'arrachement, donc connus sous le nom de baïnes, qui sont très importants, et également des phénomènes de shorebreak. Donc, ce sont ces vagues qui vous claquent sur le sol à l'entrée à l'eau. On a une surveillance qui est principalement l'été, avec des milliers de sauvetages chaque année. Et il faut savoir qu'il y a à peu près, ça c'est la petite info, il y a à peu près la moitié des nageurs qui déclarent se baigner en dehors de la zone de surveillance, ce qui n'est pas bien. Voilà, donc la grande question finalement qui a drivé tout ce projet de recherche, c'est surtout est-ce qu'on peut prédire les journées à plus haut risque d'accident pour après s'organiser en termes de priorisation des secours, par exemple. Et donc pour ça, il nous faut de la donnée. Le problème, c'est que la donnée, jusqu'à très peu, elle était collectée sur papier par les sauveteurs. Et donc après, elle était plus ou moins numérisée, avec plus ou moins d'efficacité pour faire des rapports mensuels, annuels, etc. Et concrètement, cette information était perdue chaque année. Donc, on n'avait rien pour finalement travailler sur des modèles de prédiction. Et c'est là où nous sommes rentrés avec un collègue économiste avec un proposant ODK, donc une saisie de données numériques, avec un principe donnant-donnant. Donc, ils saisissaient leurs données de manière numérique, ce qui facilitait leur reporting. Et nous, en échange, on récupérait la donnée pour nos travaux de recherche. Donc, ça a été proposé en premier temps sur 5 plages en 2023. Donc, on avait nous-mêmes acheté les tablettes à cette époque-là. Puis, c'est très vite monté en puissance. En 2024, on était à 21 plages, donc à la fois sur les Landes et également en Charente-Maritime. Pour terminer en 2025, là, on est vraiment monté à l'étape au-dessus avec plus de 80 plages qui ont utilisé notre solution ODK cette année. Juste une petite slide technique. Je sais qu'aujourd'hui, le but n'est pas de rentrer forcément, mais c'est juste pour illustrer le fait que ODK peut très facilement, et ça a été le cas dans notre projet, se placer à la racine d'un écosystème complet et assez complexe de traitement de données, avec des itinéraires donc de modèles de prédiction, des choses voilà, un peu chiadées. Et puis également des applications. Dans notre cas, on a développé une application web pour que les softwares puissent faire du reporting automatisé, ce qui leur a beaucoup plu et facilité notamment la fidélisation de ce public. Donc pour revenir à la conception du formulaire, on vous l'a dit plusieurs fois, hein, c'est tout simple, il n'y a qu'un fichier Excel à remplir avec une syntaxe un peu particulière. Forcément, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué, notamment dans notre cas. Donc, puisque avec les softwares, on avait des contraintes, notamment quelque chose de très important, c'est qu'il fallait que la saisie soit rapide. Ils ont quand même beaucoup d'autres choses à gérer. Et donc, très rapidement, il a fallu mettre en place un système typiquement, si l'intervention avait besoin d'un avis médical, là, on rentre un peu plus dans le détail. Mais si ce n'était pas le cas, il fallait qu'en 2, 3 clics, la soumission soit validée pour que le software puisse passer à autre chose. Et également, quelque chose de très important qui conditionne beaucoup la structure du formulaire, c'est qu'il fallait le plus possible limiter les erreurs non intentionnelles, que ce soit de mauvaises frappes ou de mauvais clics, ou de proposer des choses qui n'auraient pas été logiques, donc proposer des causes de blessures sur la plage alors que la personne était dans l'eau, par exemple. Ce genre de choses à éviter. Pour revenir donc sur les deux termes un peu principaux qu'on voulait évoquer aujourd'hui dans ce webinaire sur le recrutement et la fidélisation du public. Donc pour rappel, en 2023, 5 tablettes, on avait presque 2000 soumissions. 2024, on était presque à un peu moins de 15 000 soumissions. Et donc cette fois, c'était eux-mêmes qui avaient pris l'initiative d'acheter leurs propres tablettes dans les postes. C'était pareil en 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en face de nous, en 2025, il y avait une solution propriétaire qui commençait à être mise en place, payante, pour faire de la collecte numérique de données à la plage, donc en concurrence avec nous. Mais finalement, ça a été notre solution qui a été préférée par les sauveteurs, déjà parce qu'elle est gratuite, et puis parce qu'on leur proposait vraiment quelque chose de très important pour eux, c'était de co-construire le formulaire avec eux, de vraiment récupérer toutes les données dont eux avaient besoin, même si nous, scientifiquement, on n'en avait pas besoin.
et donc de leur proposer une certaine flexibilité sur, voilà, sur leurs besoins. Et en particulier, la solution de reporting, pareil, à la carte qu'on leur proposait, qui était un gros plus. Donc, si, pour conclure sur l'utilisation d'ODK dans ce projet, une des principales limites qui a vraiment structuré le travail, c'est l'expérience utilisateur, qui est hyper importante pour les softwares. Ils sont bien assez occupés, donc il faut que ce soit vite, il faut que ce soit efficace. Et finalement, ça a été enfin, c'est la partie la plus compliquée à mettre en place finalement quand on fait le formulaire avec un outil comme Excel. Là où effectivement un outil à base de code un peu plus spécialisé, on aurait plus facilement vu une logique facile à mettre en place avec des if, etc. Là, ça va demander un peu plus de gymnastique intellectuelle. La personnalisation, qui finalement reste très limitée esthétiquement et ergonomiquement sur les formulaires ODK. Et puis, dans notre cas particulier, dans ce projet Resculog, il y a aussi le côté légitimité de porter ces données dans des data centers INRAE sur un projet qui est un peu plus lié à la santé publique. Maintenant, les gros points forts, c'est qu'on peut réaliser très facilement des formulaires terrain complexes, notamment avec des aspects géographiques que Pierre a évoqués. Puis travailler en collaboration avec des personnes qui se connaissent en informatique et puis des chercheurs ou d'autres types de personnes. Les données sont centralisées, ça c'est super bien, dans un format qui est compatible avec des bases de données. Ça c'est génial pour les gens qui traitent les données après. Il y a une grosse communauté et beaucoup d'outils autour de l'ODK pour après récupérer ces données de manière automatique et l'intégrer dans des systèmes d'information. Dans le système d'information INRAE, on l'a testé et éprouvé, ça s'intègre très bien avec beaucoup d'outils qui sont proposés à l'échelle INRAE. Donc, je le recommande évidemment à tous mes amis qui veulent faire de la collecte de données sur le terrain. Maintenant, avec un focus sur les SRP, c'est une excellente solution, gratuite et open source pour ce type de projet. Évidemment, nous, ce qu'on a mis en avant, c'est que la co-construction avec les utilisateurs finaux, elle est primordiale et elle compte vraiment pour les fidéliser sur le long terme. La flexibilité, l'adaptabilité, c'est l'atout majeur, mais il faut bien réfléchir sur la conception initiale du formulaire, parce qu'une fois qu'un formulaire est lancé, avec ODK, c'est un peu compliqué de faire machine arrière et de changer enfin, différentes questions. Ajouter des questions, c'est une chose, mais les retirer et les modifier, ça peut être un peu tordu. L'intégration dans un système plus large est facilitée avec les outils que l'on a vus. Et surtout, il y a des questions à se poser avant de se lancer, selon nous. La première, on l'a un peu évoqué, c'est qu'il y a deux manières de saisir un formulaire ODK. Il y a soit sur le terrain avec un mobile, soit avec une version web. Et donc, selon le public que l'on vise, il n'y aura pas forcément les mêmes contraintes sur les deux approches. Le niveau d'ergonomie qui est attendu, notamment. Gros point noir qui est toujours mis en avant sur ODK, c'est si vous voulez, votre public, c'est le grand public, vous voulez que n'importe qui puisse remplir le formulaire avec un smartphone, et bien, il faut oublier tous les iPhones et tous les iPads. Alors, il faudra qu'ils passent par la version web. Euh, Autre élément aussi, c'est est-ce que les utilisateurs finaux sont prêts à adopter un nouvel outil s'ils utilisaient déjà autre chose? Est-ce qu'ils sont prêts à aller installer des ODK Collect, des choses comme ça sur leurs terminaux? Et quelque chose qui est important aussi, c'est que c'est bien d'aller collecter de la donnée en masse, mais il faut être prêt après, il faut prévoir le traitement des données derrière et être opérationnel sur comment valoriser cette donnée et l'utiliser comme il faut. Et là, je reprends pour mon dernier point ma casquette d'administrateur ODK. Donc, l'instance ODK centrale est donc sur un data center INRAE. Ça a été installé selon les règles de l'art, sécurisé, les accès sont sécurisés. Maintenant, on n'est pas homologué non plus données sensibles RGPD. Donc, si vous êtes vraiment sur un haut niveau de sensibilité sur vos données, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ou en tout cas, si vous le faites, c'est en connaissance de cause. Nous, on n'a aucune homologation, aucune obligation de prestation là-dessus. C'est vraiment un service qui est proposé à la communauté par le collectif GDOP. J'en ai terminé, c'était plus court. Heureusement, Pierre avait été plus technique, donc ça, on s'est bien complété. Donc les slides seront en ligne et je vous ai mis deux liens vers un poster technique sur la partie système d'information et une communication également pour les aspects plus techniques. Et ça manquait un peu de photos, donc j'ai rajouté au dernier moment une petite photo du travail en co-construction avec les sauveteurs. Et je vous remercie pour répondre aux questions. N'oubliez pas de remplir le formulaire ODK maintenant
Hop. On avait quand même des belles photos de plage hein, pour nous faire envie. Oui, oui, oui. Ben merci, merci beaucoup à tous les deux et merci aussi pour les liens là que vous avez partagés, qui seront mis en ligne pour faciliter l'inspiration, faciliter la prise en main des outils. Et ben, je vais laisser la parole à Pierre Farissier pour, euh, pour cette partie de discussion. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. Et Alors, pendant dans ce les temps, n'oubliez pas de premières, remplir le formulaire aussi, qu'on puisse c'est après rempli. avoir une visualisation en direct. Je suis à 3 réponses pour l'instant. Oh, Ça serait oui, bien d'avoir, on avait dit qu'ils attendaient la dernière présentation pour finir la dernière question du formulaire. Donc, c'est le moment. voilà, qu'on ait un peu les graphiques et un peu une jolie tête. Ouais. Alors, on a eu une question, effectivement. Tiens, vous avez tous les deux répondu, une partie dans le chat et puis toi, David, à l'oral, sur la partie RGPD et ODK. Si vous voulez rajouter des compléments par rapport à ce qui a déjà été dit ou écrit dans le chat. Donc, je pense qu'entre nous, on a été assez complet finalement pour répondre à la question. Mhm. Donc, on est en train de passer une procédure d'homologation SSI, donc en termes de cybersécurité, etc. Mais encore une fois, on n'est pas validé d'un point de vue RGPD par Nathalie Gandon, effectivement. Mhm. Mais par contre, tu dis que c'est en cours, enfin au moins au niveau S. L'homologation SSI est en cours, oui. Voilà. C'est un chantier. Comme tous les chantiers, ils Après, sont pas. je pourrais rajouter que chaque questionnaire est spécifique, donc il faut Voilà. voir quel est le degré de sensibilité sur les données personnelles de chacun des Et c'est vrai questionnaires. que notre discours, effectivement, c'est que c'est aux utilisateurs de se placer, de faire attention à ce qu'ils mettent sur le serveur. Nous, on propose ce service. Il est sécurisé, on respecte les règles de l'art. Maintenant, Mhm. on n'est pas homologué. L'avantage, c'est que quand même, en utilisant le ODK INRAE, on sait où sont les données, elles passent pas par Voilà, des opérateurs sur lesquels tout à fait. on n'a pas de confiance. Et donc, on a déjà une première brique de l'homologation qui est disponible. Pierre, de ce côté-là, toi, quand vous avez fait votre questionnaire, vous avez réfléchi à ce sujet-là? Oui, on y a réfléchi, mais disons que c'est ça, il y a peu de plateformes de toute façon qui sont vraiment homologuées, donc je sais qu'il y a, enfin pour stocker, oui, voilà, c'est compliqué. Donc après, on considérait, enfin, nous on n'est pas vraiment sur on est sur des données un petit peu à caractère personnel, pas vraiment sensibles. On fait attention surtout de les, voilà, de pas les, enfin, qu'il y ait quelques personnes qui les traitent les données, de faire attention de bien les stocker. Mais c'est pareil, on a un stockage qui est pas non plus hyper sécurisé. Enfin, c'est institutionnel, INRAE, mais on n'a pas un stockage vraiment homologué RGPD. Mais après, je pense qu'on n'est pas dans le cas. Je me souviens quand on était venu aux journées à Angers, justement, il y avait une des personnes qui était là qui nous parlait de RedCap. Et je pense que sur les données de santé, ils étaient plutôt sur ce genre d'outils où il y avait des protocoles particuliers. Enfin voilà, sur Oui, des. c'est ça. Oui, 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 c'est Du coup, RedCap ou Enov, je crois, qui sont conseillés dans le cas de données de santé vraiment très sensibles. voilà, vu que nous on n'en est pas là, en fait, c'est pas trop grave. Et après, c'est vrai qu'il faut faire, je pense que de toute façon, c'est plutôt, enfin, le risque, moi je trouve, de toute façon, c'est que déjà, le serveur ODK, il est pas censé être un serveur pour stocker la donnée. Normalement, c'est plutôt lors de la campagne pour collecter et puis pour rassembler les données. Et puis après, on les exporte et on les garde ailleurs. C'est Voilà. très important et j'ai oublié de rebondir dessus. Ouais. Normalement, on n'est pas Effectivement, censé trop les garder là, quoi, à long terme. c'est le groupe GDOP, effectivement, on s'est mis d'accord sur le fait que pour l'instant, on stocke, on a de la place. Mais le but, c'est pas d'utiliser ODK Central comme un backup. C'est vraiment un espace temporaire et en théorie, vous devriez après supprimer vos données une fois qu'elles sont récupérées. On n'a pas encore mis en place de politique de suppression automatique, mais ça viendrait peut-être un jour. Alors, dans Et les ensuite, c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de risques quand on pense justement à tout le. Il y a plus de risques parfois le fait que ben, justement plusieurs personnes qui vont traiter les données sont peut-être de passage, vont les mettre sur ordinateur. Enfin, il y a beaucoup de choses à regarder qui sont, moi je trouve, plus dangereuses à ce niveau-là. Donc du coup, de mettre en place des choses où s'il y en a qui doivent traiter les données ou les analyser, ben, le faire vraiment
voilà, avec, enfin, à partir de l'espace de stockage et puis c'est beaucoup à ce niveau-là, moi je trouve. Nous, par exemple, pour les étudiants, ils font la collecte de données, mais justement les vérifications et la validation, on le fait nous-mêmes parce qu'on veut pas que eux, que la promotion garde les données qu'ils ont collectées. Ils les collectent sur leur appareil, mais il n'y a pas. À un moment, ils peuvent les regarder, mais ils n'ont pas le Mm. droit normalement de Oui, les télécharger pour les corriger ou autre. bien sûr, bah, C'est un dossier partagé les Nextcloud qu'on notions a, et de... puis c'est Ouais. très temporaire, mais c'est tout. Il y a une notion de gestion de droits dans ODK central. On peut attribuer des droits juste pour collecter, pour modifier, pour regarder juste. Ah oui. Ouais, ces Hmm. aspects-là, importants sur central. Après, j'ai Euh, vu, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors sur le formulaire web, c'est vrai que quand j'ai montré le formulaire, j'ai fait une capture d'écran dans Keto, mais c'est vrai que sur ODK Collect, il est un petit peu plus joli. Donc du coup, c'est juste que je m'étais rendu compte notamment que des fois, en développant, en faisant des mises en page, du coup, moi je l'ai testé sur ODK Collect et après je me rendais compte que en les mettant sur le navigateur web, parce que certains étudiants utilisaient le navigateur web, c'était pas pareil ou ça marchait pas. Donc c'est pour ça que c'était pas forcément très clair dans la documentation d'ODK. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de le tester aussi sur le navigateur web si on pense faire un lien public et que les personnes puissent se connecter aussi avec le navigateur web. Des fois, il y a des différences et certaines fonctionnalités ne marchent pas. Notamment, par exemple, si on sélectionne des points avec une carte sur ODK, ça marche pas avec le navigateur web. On peut le faire avec ODK Collect, mais pas. Et il Oui, y et a puis plusieurs. il y a des choses Ouais, comme ça, et même des fonctionnalités, même de logique conditionnelle qui ne s'appliquent pas quand tu passes ouais. d'une version web à mobile, parce que sur mobile, c'est au changement d'écran qu'il évalue la logique, et sur Enquêto, ça le fait pas toujours très bien aussi, on a eu ce problème-là. dans les questions qui restaient dans le chat, une question de Sophie Maillan. Peut-on ajouter et gérer des protocoles, des images et des fichiers dans les formulaires? Pardon, peut-on? Peut-on ajouter et gérer des protocoles, des images et des fichiers dans les formulaires? Alors, images et fichiers, la réponse est oui. Oui. Est-ce que, Sophie Vaillant, tu veux préciser ta question éventuellement? Oui, bonjour. Merci d'avoir pris ma question. En fait, je participe à un projet de SRP sur les sols et on a établi un certain nombre de protocoles de mesure en fait sur le terrain et se pose la question de la façon dont les personnes qui vont utiliser ces protocoles vont pouvoir saisir leurs résultats. Et donc voilà, on s'intéressait à votre serveur, enfin voilà votre outil ODK pour ça. Mais ça suppose qu'on puisse mettre à disposition, alors ça peut être sous forme de photos, mais ensuite, enfin l'ensemble des protocoles qui ont été établis et toutes les règles en fait à suivre pour pouvoir faire les mesures et que ça puisse être intégré au formulaire. C'est voilà, c'était le sens de ma question qui était un petit peu maladroite peut-être. Alors un peu de la documentation associée au formulaire, en fait, si je comprends bien. Oui, ça peut être ça, ouais. Ouais, Mm. ça peut se faire également. Je sais pas si Pierre, tu auras plus d'éléments de réponse. Je sais que moi, enfin, on peut toujours ajouter des aides contextuelles sur les questions, voire même des pages entières enfin, d'écriture, quoi, de documentation. Ça Moi, se fait. ouais, nous personnellement, c'est vrai qu'on a un protocole qu'on a fait, qu'on a mis en PDF et qu'on a mis sur, je crois que c'est sur ouais, HAL ou Recherche de Tagouv. Mais Mais, à côté du mais par formulaire, contre, il est pas à intégré, ouais. côté. Et, mais par contre, c'est vrai que le formulaire, on peut afficher du texte, on peut afficher des liens vers des fichiers, etc. Mais je trouve que le formulaire, vu que, enfin, ça dépend, mais en tout cas, nous, vu qu'on avait la contrainte que ce soit pas trop long, si on met beaucoup de texte sur un formulaire, avec beaucoup d'allers-retours au niveau protocole, Mm. je trouve que c'est un peu chargé. Et par contre, ce qui est pas mal, c'est, je trouve, afficher certains textes dans le formulaire. Donc, c'est note, le nom, le type de question. Et après, il y a la colonne hint. Donc, c'est pour mettre sous la Des question, aides. sous chacune des questions, on peut mettre des précisions, en fait. Et on peut, voilà. Et on peut mettre aussi des images nous, on a plusieurs autres formulaires dans lesquels on a une image qui illustre, ou un schéma qui illustre une des choses qui peut être, qui est demandée. Oui. On peut mettre ouais, des petits Donc, des pictogrammes, des hébergés. petites images là, pour illustrer des choses. D'accord, ok.
Ok, merci. Mais c'est assez flexible quand même là-dessus. Mm. Oui, bah, enfin, du coup, là, dans ce que vous dites, effectivement, il faudrait qu'on ait la documentation, enfin, qui a été réalisée d'ailleurs, hein, enfin, on a vraiment la mallette Mm. complète, et qu'on extrait de ça toutes les questions auxquelles bah, le participant doit répondre. Voilà, ce serait l'interface de saisie, quoi, finalement. Mm. Mhm. Ok, merci. On pourrait voir maintenant la question de Colline qui a fait une expérimentation. Si c'est possible, je veux bien te laisser la parole pour que tu expliques un petit peu le contexte, Colline. Oui, ça sera la dernière question, je pense, parce qu'après que David puisse nous donner, Ouais. permettre la visualisation de vos réponses. Bonjour, vous m'entendez? Oui. 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 Oui, du coup, on vient de faire donc une campagne de terrain cet automne. Donc, je suis à l'UMR Biogéco à Bordeaux. Et on a utilisé le formulaire. Et quand j'ai voulu le déployer, ça m'a indiqué que les utilisateurs auraient besoin d'un compte pour pouvoir remplir le questionnaire. Et du coup, au final, je ne l'ai pas déployé et je l'ai laissé en phase de test où ils pouvaient l'utiliser avec un QR code et ça a fonctionné. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous voulez déployer les formulaires ou vous voulez les laisser en phase de test? Et si vous les déployez, comment ça fonctionne? Je ne sais pas si un des Pierre veut répondre en priorité ou... Bon, moi, je peux répondre la partie pas Ouais, trop technique et puis David peut ouais, compléter ouais. plus techniquement. À la limite, je peux juste dire, ben, la phase de test, elle est intéressante pour vraiment tester quand c'est pour de faux, je dirais. Donc c'est bien quand on a fait un formulaire et on veut juste voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas d'erreur et qu'on comprend, et voir un peu ce que ça donne. Mais par contre, toutes les données qu'on collecte en phase de test, elles disparaissent une fois qu'on valide le formulaire. C'est vraiment un bac à sable, ce qu'on appelle un bac à sable un peu là. Donc après, si à partir du moment où on va l'utiliser, même pour un projet pédagogique avec des étudiants, comme là ça a été fait même aujourd'hui avec le questionnaire de David, ben là c'est un vrai formulaire a priori parce que comme ça on a les données après qui sont stockées. Enfin, je crois que c'est ça. Je te laisse compléter, David. Oui, mais t'as bien vu effectivement le souci. Après, bon, c'est relativement facile à déployer, mais je comprends pas pourquoi tu dis que certaines ne pouvaient pas y accéder sans compte. Ben, je sais pas, ça m'a demandé, enfin, il demandait aux utilisateurs de se faire un compte quand je l'ai déployé. Donc, je sais pas si j'ai fait une mauvaise manip, mais Donc, tu leur as partagé le lien qui était dans Aperçu, je pense. Oui, mais tu sais, dans Ok. le Il n'était pas déploiement, déployé, et donc vu qu'il n'était pas déployé, effectivement, là, oui, il fallait qu'ils aient un accès au DK central, je pense. ok, mais normalement, Voilà. ils peuvent Une fois qu'il est avoir accès. déployé, il y a un onglet, enfin, il y a ce lien-là qui est le aperçu, et après, il y a un petit bouton générer un lien d'accès public, qui est ce lien que Ok. j'ai partagé, par exemple, ici pour aujourd'hui. Donc, normalement, ça marche sans avoir besoin de créer de Oui, compte et ah oui, bien de. sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. typiquement sur ce webinaire, le questionnaire que vous avez dû remplir Et je vous promets que c'est anonyme, effectivement. a été fait sans lien, avec un lien Oui, public anonyme, sans compte. Eh ben, ok, voilà ça une marche. belle transition qui va permettre à David de nous montrer Oui, tac. Alors, la je me suis arrêté visualisation. à 16 restitutions. Donc, vous voyez cet écran-là, normalement. Donc, c'était le formulaire. Les soumissions sur DK central, vous les voyez ici. Donc, bah, pour illustrer rapidement les histoires des petits menus pour éditer, modifier, etc. Les téléchargements, très simple aussi. On en vient plutôt donc, à la restitution. Donc, c'est très rapide, hein, ça a été fait sur un coin de table juste pour illustrer un peu rapidement ce qu'on peut faire avec les sorties d'ODK. Donc, sur la première question, le type de public, si vous aviez déjà fait utiliser ODK pour du SRP, donc en majorité non. Et ceux qui l'ont utilisé, voilà, en majorité pour du professionnel, mais il y a également des cas d'utilisation sur le grand public. Donc, pour rappel, il y avait du choix multiple, hein. Donc, les sommes ne sont pas forcément exactes. En termes d'autres outils utilisés, on est principalement sur du Lime Survey, ça semble assez logique. Quelques Google Forms, il faut quand même le signaler, du Framaform, du Sphinx, moi, je sais très bien qui c'est. Et autres, bon, j'ai pas fait l'effort d'aller récupérer la case autre, il aurait fallu aller voir qu'est-ce que la personne a écrit, on verra entre nous. En moyenne, l'expertise elle est de 2 sur 5. Il y a 11 personnes qui ont demandé un formulaire ODK sous sapin. Et les retours sont plutôt intéressants. Il faudra qu'on
les analyses en détail, mais vous avez d'être content de ce webinaire en tout cas. Voilà, c'était quatre petits graphiques qui, merci au marché. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci Pierre et David pour vos présentations vraiment très claires Alors, et peut-être conviviales. Oui, une dernière question. Actualise. Vu que tu as plein de gens qui ont été motivés, qui contactent pour aller plus loin, commencer à démarrer les ressources? On en a cité quelques-unes, on en mettra sur le forum, on en mettra sur le Oui. site Sciences ouvertes de la DIFSO. Ouais, bah, je pense que effectivement, vous parliez de faire un post sur le forum, ça peut être un bon début. peut-être vous Et dire que vous organisez des formations aussi. on est censé organiser des formations, on en a fait une. On est censé la réitérer l'année prochaine pour vraiment apprendre à utiliser l'outil. Après, en juin, il y avait une session qui est retour d'expérience. On était encore avec Pierre sur la présentation. Donc là, on était rentré beaucoup plus dans la technique. Et sinon, bah, vous commencez par ce fameux ticket Ariane pour vous créer un compte. Et après, normalement, ça se déroule assez bien. Le groupe ODK, il y a une adresse mail qui est indiquée dans le ticket pour nous contacter en cas de besoin, de toute façon. C'est gdop-odk-admin@inrea.fr, c'est celui-là le contact? Sûrement, oui. Merci. Donc, pour, euh, pour ce webinaire, donc ceux qui souhaiteraient le revoir ou le partager avec d'autres collègues, je crois que Delphine non, va nous mettre dans le chat le lien vers la page des webinaires Sens Large. L'enregistrement sera disponible prochainement. Et en attendant, vous pouvez aller voir les replays des sessions précédentes. Si vous voulez continuer à vous informer un peu plus spécifiquement sur les collectes participatives de données, on vous donne rendez-vous sur le forum d'échange de la DIPSO. Vous y retrouverez notamment des présentations qui ont été enregistrées lors des séminaires de partage d'expériences des 3 dernières années. Si vous voulez continuer à vous informer de façon plus large sur les sciences et recherches participatives, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter SRP si ce n'est pas déjà fait. Et il y aura un prochain rendez-vous des webinaires Sens Large en février. La thématique est pas encore définie. Si vous avez des suggestions de thèmes ou d'intervenants, en attendant, n'hésitez pas à les faire parvenir. Et puis, à toutes, donc vous allez retrouver dans le chat les différents liens, la newsletter, le forum. Et je réitère un grand merci à Pierre et à David, et un grand merci à vous tous pour votre participation, vos questions. Et puis, au nom de mes collègues, je vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci, bonne journée, au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au Bonne Merci. fête. revoir. Beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.